C'est ta feuille, celle-là. Ouais. Ben, j'avais relevé ce que vous avez dit tantôt, hein, mais j'avais déjà mis plus haut. Ah, ils font aussi des espèces de petites poupées, comme ça, qui miment un peu les petites momies. Remarquez que la tête, c'est un type de tissage différent. La double ceinture, oui, c'est une poupée et pareil qu'on en fait beaucoup pour les touristes maintenant et qu'on va rechercher des vieux tissus éventuellement. Voilà, le point de tige pour ceux qui s'y connaissent. C'est un système pour ne pas devoir réenfiler l'aiguille chaque fois. Il suffit de passer le fil à travers la boucle qu'ils ont fait là. Voilà, un manteau pas possible, vous voyez ici. Donc, c'est la côte sud de Paracas, vers 200 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est du poil de chameau, armure toile avec broderie au point de tige. La plupart des vêtements retrouvés dans les fardos sont de type cérémoniel, évidemment. On redit ce qu'on a dit pour l'Afrique et pour partout, quand tout ça est religieux, tout ça est spirituel. Si jamais un objet est fait pour être beau, simplement parce que ça va me rendre plus beau ou plus belle, mon intérieur plus beau ou plus belle, c'est toujours évidemment en liaison avec une aspiration supérieure. Voilà, donc impressionnant. Pareil pour les céramiques avec toujours leur goût de la géométrie, vous voyez ça. Même chose sur les bonnets tissés, les coiffes tissées à 4 cornes. Donc ici on est à l'époque mérovingienne à peu près, 700-800 près de l'étude. Alors on nous dit Santiago del León, c'est Caracas au Venezuela. Et vous voyez qu'ils ont aussi dessiné les plans. Regardez ici, on voit encore de nouveau une indienne quechua qui tisse, qui a un manteau du genre que celui qu'elle porte là. Et vous voyez que c'est un petit peu comme on avait vu ça en Turquie et là-bas, hein, comment on appelait encore ça? Quand les fils étaient eux-mêmes déjà des fils colorés, les fils de la trame. Hein? Ça va me revenir. Voilà. Lima au Pérou. Voilà. Donc vous voyez bien quand la carte, vous vous rappelez, là il y a la Colombie, là il y a l'Équateur. Voilà le Pérou tout le long. La Bolivie. Entre les deux, le lac Titicaca. La petite péninsule de... Voilà, ici on a toute une série de ceintures en fil de chaîne et fil de trame supplémentaires en acrylique. Ça c'est aujourd'hui un mariage en Équateur. Vous voyez qu'ils portent toujours... alors oui, quand les Espagnols sont venus, ils ont évidemment interdit à un moment donné catégoriquement que les Indiens portent leurs vêtements. Le souci est toujours de rendre de déculturer les gens, si vous voulez, de faire en sorte qu'ils perdent leur culture. Et donc, on avait d'abord simplement interdit de porter les vêtements traditionnels, mais après, on a fait une ordonnance qui obligeait tout le monde à s'habiller à la manière espagnole. Et évidemment, pour les pauvres, s'habiller comme les paysans espagnols. Ça veut dire que pour les hommes, ils ont mis des pantalons comme ça, et pour les femmes, des jupes et des blouses. Bah, ici, en tout cas, ils ont quand même encore l'ancien poncho, le pantalon blanc, de confection industrielle et de coupe moderne. La mariée porte 2 jupes portefeuille blanches et une blouse brodée de blanc. L'un des témoins s'exhibe une coiffe complexe formée d'une étoffe repliée en forme de chapeau. Voilà les petits sacs dont je vous disais nécessaires puisqu'ils n'ont pas de poche. Ici une variante du costume. Ils ont, les 2 garçons, enfin l'homme et l'enfant portent une chemise de coton blanc, un large pantalon.
poncho, des alpargatas et un chapeau mou brun foncé. Coiffée de feutre blanc, traditionnellement la femme porte une chemise brodée, une ceinture tissée, une simple jupe portefeuille, un manteau de laine et plusieurs rangs de perles de verre miroitantes. Là, de nouveau, un de ces sacs, un de ces ceintures. Vous voyez, l'exoration. Ici, vous voyez qu'ils ont les mêmes genres de tuniques. Hein. Ici aussi. Là, c'est une construction intéressante. Vous voyez ça? Les pliages. Donc, feutre mou, bonnet de laine de forme conique, jupe de cérémonial tissée à la main, symbole de sa haute position sociale, et à bord un couvre-chef en paille et tissu. La femme située à droite a pour sa part préféré un chapeau melon en feutre. Voilà, ici en Bolivie, les Indiennes de Tarabuco. Regardez ça, les magnifiques. Ce sont des célibataires. Parce qu'elles portent comme ça. Ouais. Avec chaque fois une petite épingle pour tenir. Alors, des modèles de sandales tissées. Ici, des bonnets de laine andin avec les oreilles protégées, mais en Bolivie. Là, de nouveau, vous voyez les petites jupes à la manière espagnole, mais avec des broderies ou des larges pantalons sur la ceinture. Alors, évidemment, les magnifiques chapeaux se sont laissés influencer par les couvre-chefs européens, mais ils les dépassent en fantaisie. Ça. Alors, une tenue quotidienne de l'île de Taquille au Pérou. Voilà, il dit que d'habitude le costume masculin est plus coloré. Seules celles qui sont mariées portent une blouse rouge pour se protéger pas les Indiens à l'empilement. L'homme a superposé deux pantalons, l'un blanc, l'autre noir. Et ajouté une chemise sous sa tunique, cependant que la femme en fait des 2 à 4 jupons de couleur. Voilà, une chemise en laine. Un manteau d'homme tissé au métier à pédales, avec lisière ou crochet. La l'île de Taquille au Pérou. Regardez la lisière ici, avec des joues. Drap de laine tissé au métier à pédales, ici. Voilà, le grand bonnet qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que vous aimez encore la géométrie? Hein? Indienne de tube province de Iayuyos, au Pérou, ça date des années 50. La jupe portefeuille, la ceinture et la cape. Voilà, des cotons rouges manufacturés camouflent les cheveux. Inspiré des traditions ancestrales, les mules sont en cuir non tanné et bordées de fibres de laine colorées. Une tenue traditionnelle chez les Indiennes de Chivaï dans les années 70. On est dans la province de Cayoma, dans le département d'Arequipa au Pérou. De nouveau, le jupe très figurero à Mouchon. Voilà un jupe de laine. Longueur 63 cm, largeur 3 mètres. 6 mètres d'étoffe. Voilà, des gens qui ne sont pas avares en tissu. Abordant une perruque composée de près de 25-13 styles encore en vigueur il y a 2 générations. Alors, tenue du dimanche portée par les jeunes célibataires. Les tenues de fête de l'île de Taquille au Pérou. Le prestige de la femme dépend du nombre de jupes portées, lesquelles forment des couches multicolores, de 2 à 4 au quotidien, de 6 à 8 le dimanche.
voire de 15 à 18 pour les danses. Ça va, de 15 à 18, je suis con. Faut pouvoir porter tout ça. C'est magnifique, hein? Ouais. Voilà, ici, maison Inca faite avec des briques et un toit de paille. J'ai trouvé que ma photo était magnifique. Si vous montrer le vernaculaire, oui, c'est quand même un peu le même système. Ça a l'air de la joint vite aussi. Hein. Et ça aussi. Voilà, alors, un kippounka, c'est ça. C'est pas une écriture, c'est le kippour, on appelle ça. Ça conserve des informations. C'est un fil de laine ou de coton dans lequel on fait des nœuds de différentes formes et de différentes tailles. Selon sa forme, sa couleur et sa longueur, le kippour donne des informations très précises sur la population, la production agricole, le bétail. C'est à l'aide de cet outil que les Incas font les recensements. C'est statistique. Et bien voilà le fameux temple du soleil de la cité Machu Picchu. Des Incas du Pérou. On est où? On est en Amérique du Sud. Spécialement tissé par l'homme et la femme en vue des noces, afin d'indiquer son changement d'état. La jeune épousée trouve sa chemise blanche contre une rouge, cependant que le mari échange son bonnet tricoté à pointe blanche contre un autre, entièrement couvert de dessins sur fond rouge et bleu. Pourquoi une question de prédominance rouge, les vêtements? Ça, c'est le symbole de Cusco. Quand on vient de Cusco, quand on est Inca, on a été relié à Inca, c'est rouge. C'est la cochinilla. Oui, le rouge, c'est le sang. Tu sais, je viens d'acheter un gros livre de Pastoureau qui s'appelle Rouge. C'est l'historien des couleurs, je vous le recommande à tous. Moi, j'ai acheté la belle version des images. Mais ils vont bientôt peut-être le produire comme ils l'ont fait pour la couleur, le livre qui s'appelle Bleu, qui est produit au livre de poche. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle Noir, qui est très bien aussi. Mais évidemment, ce qui est vrai chez nous, en Occident, on n'est pas nécessairement là-bas. Et quand même, le rouge, étant la couleur du sang, étant une couleur rare, la cochenille, c'est difficile à obtenir. Et je crois qu'il y a un vrai goût pour les couleurs, parce que plus qu'ailleurs, ils arrivent à... me semble-t-il. Chapeau féminin de Givet. Elles sont sur des tenues de fête aussi. Hein. Ben, chez nous, avant l'époque industrielle, tous les vêtements des gens avaient la couleur. On les teignait comment? Avec des plures d'oignons, avec des trucs comme ça, nos vêtements. Et si de temps en temps on avait un truc rouge, c'était une ceinture ou un petit nœud de couleur pour relever l'histoire. Et quand vous allez dans la nature, vous n'avez pas beaucoup de rouge non plus. Parfois, même pas de couleur, en général, c'est plutôt vert. De temps en temps, vous avez quelques petites fleurettes. Enfin, donc, les tissus, les couleurs, c'est l'occasion de célébrer vraiment quelque part l'exception. Maintenant, nous, évidemment, si on veut un peu, on se pose la question, laquelle des 362 teintes on va choisir, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Voilà, les petites vestes, les jupes, rebrodées. Alors, je vous en ai profité pour vous mettre une styliste responsable depuis longtemps, qui fait le commerce équitable, garantie sans pesticides, la maîtresse Delia Kellner, et qui travaille avec des Miséricordia, c'est une marque de vêtements. Théoriquement, ils ont une logique de production qui allie le respect social et environnemental, et où les travailleurs sont bien traités, c'est déjà quelque chose de ne plus être maltraités. Bon, au Pérou, 2,5 millions d'enfants travaillent par manque de moyens et de structures éducatives, disait-on en 2009. Et donc voilà, eux, ils travaillent. Il y a aussi Chris Van Asch, qui est un des héros flamands de la mode actuelle, et qui lui aussi travaille le coton péruvien, la laine alpaca, le coton biologique. Fort de son rêve utopique et égalitaire, Miséricordia propose un système alternatif où le travail des hommes est respecté et valorisé. Courageux et audacieux, cet atelier singulier est apparu sur l'avenir, fait chaque jour par son fondateur et désignaire Aurélien, qui parcourt inlassablement le monde pour le promouvoir.
Merci. J'ai trouvé que cet escalier-ci était sympathique. Avec le petit toboggan. Et là, vous voyez, ils innovent aussi au niveau des formes. Une sorte de fauteuil à bascule comme ça. Et ça, c'était une affiche que j'ai trouvée intéressante parce qu'encore en 1990, donc vous voyez, c'est quand même hier ça. On avait le dictateur péruvien qui avait pratiqué une politique de stérilisation forcée de tous les Indiens. Donc, on pense que c'est des vieilles histoires, mais c'est pas si loin, ça, 1990, hein, où on a continué d'essayer d'empêcher la diversité d'exister, mais comment c'est Il y possible? a encore des procès maintenant, mais ils nient. Hein. Ah ben oui. Alors... Ah mais je crois qu'on va pas aller un petit peu dans la forêt. C'est pas l'heure de la pause? C'est l'heure de la pause? Bientôt.